Vous êtes sur la panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. On parle de problématiques liées à la jeunesse. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première, elle sera consacrée à un souhait, à un rêve. Et selon l'UNICEF, le métier lié à la médecine, en tout cas les métiers liés à la médecine, sont dans le top 3 des souhaits réalisés par les enfants. Beaucoup d'enfants rêvent de devenir médecin, de porter la blouse blanche, mais par contre ce rêve est un petit peu écorché par la longueur ou par d'autres difficultés. Pourquoi aujourd'hui les métiers de la médecine sont un petit peu redoutés par les jeunes étudiants? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de l'achat compulsif. On dépense beaucoup dans les magasins et selon l'OMS également, c'est considéré comme une maladie. Sommes-nous atteints de cette maladie d'achat compulsif? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de deux habitués, évidemment. Murphy, étudiant en journalisme et communication. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. C'est un véritable plaisir, Régis, d'être ici. Plaisir à partager, on l'espère également pour Morel, entrepreneur, troisième participation en Génération News. Merci d'être des nôtres sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et on termine la phase des présentations avec la seule femme de ce plateau, Inès, étudiante en médecine. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Merci Régis de me recevoir. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Première thématique, on parle de la médecine, mais surtout on a envie d'avoir des éléments de réponse sur la thématique centrale, cette question évidemment qui va meubler la première partie d'émission. On parle évidemment de ce côté un peu, on va dire, ce rejet systématique des métiers liés à la médecine par les jeunes, avant évidemment de donner la parole à Inès, puisque visiblement c'était la seule future médecin sur ce plateau. Je me tourne vers toi, Morel. Selon toi, qu'est-ce qui peut justifier ça, le fait qu'aujourd'hui les métiers liés à la médecine sont un petit peu redoutés par les jeunes? Régis, en grande ligne, on pourrait dire que les métiers liés à la médecine sont un peu redoutés à cause de trois aspects. Je vais citer là l'aspect financier déjà, l'aspect financier, l'aspect social et l'aspect personnel. D'accord. Je rentre dans les détails vite fait en disant que l'aspect financier, il n'est pas inconnu de tous que pour faire un métier, particulièrement celui de médecin, il faut avoir beaucoup de moyens financiers pour pouvoir payer le cursus qui dure par ailleurs 8 à 12 ans avec la spécialité. Et d'un point de vue aussi social, on peut dire que les médecins, lorsqu'ils sont encore dans le cycle d'études, n'ont presque pas de vie. Parce que tout leur week-end ou la quasi-majorité de leurs week-ends sont consacrés à des gardes dans les hôpitaux et aussi à la révision de leurs cours qui sont faramineux. Et enfin, l'aspect personnel, comme je le disais, l'aspect personnel, le métier de médecin, c'est un métier en fait qui est comme le métier de génie civil, celui que je fais, qui a beaucoup de pression. Cette pression liée au fait que tu as la vie des personnes entre tes mains. Et lorsque tu as cette pression-là qui repose sur tes épaules tout le temps, je peux dire que tu n'es pas assez tranquille. Ça veut dire que beaucoup redoutent un peu ce métier à cause de la pression énorme. À cause de la pression énorme qui repose sur les épaules. D'accord. Inès, du coup, on se tourne vers toi. Tu es étudiante en médecine. Du coup, est-ce que tu te retrouves un peu dans les points soulignés par Morel tout à l'heure? Et pourquoi, selon toi, est-ce que cette observation aussi, tu l'as un petit peu perçue, le fait que beaucoup de jeunes redoutent un petit peu les métiers liés à la médecine? Je suis totalement d'accord avec lui sur les aspects qu'il a mentionnés. Mais après, sur le long terme, ce n'est pas aussi fermé qu'on le pense. On n'est pas tout le temps en train de réviser. On a du temps pour sortir, pour lire un livre, pour aller déjeuner. On a des vacances. Donc, plus on avance dans la première partie, donc être généraliste, on a 8 ans. Et les 5 premières années, il y a des cours. Donc, une période de cours, une période de vacances, où on peut soit décider de faire des stages, soit en profiter pour faire autre chose, sortir, etc. D'accord. Après, sur le plan financier, effectivement, ça demande beaucoup. Donc, le coût, surtout pour les écoles privées, ça va être difficile. Et même pour la spécialisation, ça va coûter cher. Et effectivement, une personne de famille moyenne ou pauvre aura du mal à se permettre l'accès sur ce long terme, en fait. Mais on espère qu'avec l'avancement
l'octroi des bourses d'études, ça peut évidemment alléger la tâche à nos parents. Du coup, il y a un point également, avant de donner la parole à Murphy pour qu'il nous donne évidemment son avis là-dessus, sur la thématique en l'occurrence. Morel a souligné un point en parlant de, on va dire, cette flopée de cours à réviser. Est-ce que les révisions sont plus difficiles pour des étudiants en médecine? Et justement, la complexité se trouve à quel niveau? Est-ce que c'est le fait d'enchaîner des devoirs, des examens? Ça se trouve à quel niveau quand on parle évidemment de cette flopée de révision à faire pour les étudiants en médecine? Alors en médecine, la période de révision, c'est justement à ce moment-là où on a une quantité de cours énorme. Donc on se retrouve parfois avec 7 matières. Wow. Et dans ces 7 matières, on peut se retrouver avec 50, 40, 12, ça dépend en fait de la spécialité de chaque professeur. Un professeur peut donner 20 cours seulement. Et dans la même spécialité, un autre peut en donner 50. Wow. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Mais tout dépend de ta méthode de travail. Si tu es une personne qui aime bien travailler, ne pas accumuler, te retrouver tranquille, ça sera simple. Donc, chaque jour, tu vas t'organiser pour réviser 3 cours, 4 cours et te retrouver le jour J tranquille. Et il y a d'autres étudiants qui procrastinent parce que souvent, c'est lié au stress. Donc, on a tendance à procrastiner. C'est vrai. Ouais, on remet à demain. C'est ça. Les révisions et tout le reste. On aura l'occasion de revenir. Tu vas nous excuser, ma chère Inès, parce qu'on va beaucoup faire référence à toi pour avoir le maximum d'informations là-dessus. En tout cas, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Murphy, évidemment, elle a souligné également un autre point en parlant du coût, et le point également a été soulevé par notre ami Morel. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, les métiers liés à la médecine viennent encore un petit peu renforcer cette disparité sociale-là, quand on sait qu'aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas de ce qu'on observe, de ce que vous avez soulevé également sur ce plateau, que les métiers, en tout cas liés à la médecine, ne concernent que ceux avec une source de revenus supérieure et ceux effectivement qui se retrouvent. Est-ce que là, on ne vient pas encore renforcer les classes complètement séparées, de dire ça c'est pour les autres et voilà? C'est effectivement ça. Ça ne fait que renforcer cette disparité sociale. Mais surtout, ça existe parce qu'en réalité, on dit en Afrique, les études supérieures, c'est pour les gens qui ont les moyens. Ouais. Donc en réalité, si tu n'as pas les moyens, le plus souvent, les étudiants, ils s'arrêtent en terminale, ils gagnent leur bac, ils passent un concours, ils rejoignent les rangs de l'armée ou je sais pas quoi. Mais généralement, les études supérieures, c'est pour les gens qui ont les moyens, qui ont suffisamment de moyens. Ouais. Et voilà, la médecine ne vient pas faire l'exception, ça vient encore renforcer cet argument-là. Mais j'aimerais également mettre l'accent sur 3 points comme raison qui emmène les jeunes à un peu redouter ce métier-là. Moi, je les classe plutôt sur 3 aspects. Le premier aspect, je vais le classer sur les conditions d'accès. D'accord. C'est un secteur qui est souvent très limité. Il y a des restrictions. On va voir depuis, par exemple, la classe de seconde, le premier tri est fait. On va demander des moyennes en mathématiques, en sciences, en SVT, un peu supérieures. Déjà même au collège, il y a déjà dès le lycée, il y a le déjà fait que médecine, ceux qui sont dans les séries scientifiques, la C, la D et tout ça. Voilà, pour dire qu'il y a d'abord l'aspect où il y a les conditions d'accès. C'est un métier d'abord, il y a des restrictions. Dès la seconde, on te demande d'avoir des moyennes. Après, finalement, on arrive en terminale. C'est une filière où il y a moins d'étudiants par rapport aux séries générales. Séries générales, exactement. Et donc, ça, c'est la première condition. Et lorsqu'on va plus loin aussi, comment je vais appeler ça? On a ce qu'on appelle... les concours ou bien des examens, enfin des concours? Je dis, ok, à partir du moment où on est en terminale, on est déjà classé, c'est vrai, en fonction des séries. Il y a les moyennes aussi qu'on demande. Il faut avoir parfois 14, 12 de moyenne pour accéder à ceci. Pour accéder, par exemple, aux bourses d'études ou autre chose allant dans ce sens-là, pour facilement... Donc, après ces conditions d'accès-là, j'y arrive, finalement, c'est la longueur des études. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est la longueur des études. C'est un secteur où on demande pour des généralistes 8 ans. Après, pour des spécialisations, 12 ans. Donc, vous comprenez tout de suite qu'il faudrait que l'étudiant puisse avoir 17 ans, 18 ans quand il gagne le bac pour suivre des études de médecine. Parce que c'est des études qui tirent vraiment long. Il faut gagner le bac très tôt. Et après, il faudrait suivre 8 ans pour un généraliste, 12 ans pour un spécialiste.
ça demande beaucoup d'années d'études. Donc, je vois tout de suite un étudiant qui vient d'avoir son bac, s'il a eu le bac à 25 ans, je ne sais pas, on a... Est-ce que du coup, donc, les conditions de vie, est-ce que ça aussi, ça impacte sur le choix? Parce que vous avez parlé de la longueur, Oui. la durée des études, on Bien va jusqu'à évidemment. 12 ans. Et on se dit en général, en master, donc, si j'ai mon master, mon bac plus 5, donc 5 années d'études, ça va, je peux m'arrêter là, commencer à chercher un boulot et avoir de l'argent et subvenir à mes besoins. Mais évidemment qu'aller sur une douzaine d'années, c'est 2 fois déjà le master et tout. Donc oui, évidemment que c'est compliqué. Donc du coup, beaucoup préfèrent aller jusqu'en master, 5 années d'études. Voilà, et ils terminent, ils essaient de travailler. Parce qu'il faut souligner, pendant 12 ans, il faut financer ces études-là. Donc c'est pas facile. Et des études de médecine en Afrique, ils coûtent vraiment excessivement cher. D'accord. Donc il y a cet aspect-là de la longueur des études. Et à côté de ça, enfin, je vais souligner le volume de travail. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est énorme. En médecine, on travaille énormément. Donc, je crois que c'est ce qui fait en sorte que les jeunes redoutent plus ou moins le secteur de médecine, ce métier-là, parce qu'il y a toutes ces contraintes-là. Ouais. Et je me dis, c'est comme ça que moi, je les résume enfin. D'accord. Voilà. Et du coup, Inès, avant de donner la parole à Morel, comment tu gères cette pression-là? Je vais dire, effectivement, tous les points ont été soulevés aussi bien par toi. On aura l'occasion de revenir aussi un peu, parce que l'objectif, c'est pas de tirer à boulet rouge sur ce métier, en l'occurrence la médecine. Ce sont des acteurs de vie, ils sauvent des vies, évidemment. Je veux dire, mais comment tu arrives à gérer cette pression-là? Lié à ce métier-là que tu vas pratiquer dans quelques mois, évidemment, c'est tout le mal qu'on te souhaite, ou dans quelques années. Mais je vais dire, mais comment tu arrives à gérer ce stress? Alors, le stress, moi, je pense que la médecine, tout commence par la passion. Parce que comme vous avez dit, la médecine, c'est quelque chose de très lent. Et avant d'arriver en médecine, on sait déjà ce qui nous attend à peu près. Donc on sait que c'est 8 ans, on sait que ça prend du temps et il faut vraiment beaucoup de passion pour se dire ok c'est lent mais moi je vais faire ça. Bah surtout c'est encore plus lent si tu redoubles aussi. C'est ça, c'est déjà qu'il y a 12 ans, si tu redoubles encore une classe, voilà, tu te rajoutes une année, enfin c'est compliqué évidemment. Effectivement, alors personnellement ce que je fais c'est je me motive, je me dis écoute, il reste que quelques années, c'est un métier intéressant, je suis libre par exemple en choisissant une spécialité quelconque de me dire ok je démissionne si je suis pas à l'aise, ok je déménage dans un autre pays. C'est cette liberté là que m'offre en fait le métier de médecin qui me garde encore on va dire ça comme sur le banc quoi, sur le banc de l'école. Voilà. Du coup, est-ce que ça a été c'est une vocation tout de suite que tu as décelée en toi, ou bien ça a été le choix de suivre la médecine? Est-ce que ça a été on va dire provoqué, déclenché par quelqu'un dans la famille? En général, ça part toujours de là. Peut-être que papa est médecin, maman, le grand frère, la grande sœur, ou bien simplement voilà, c'est une vocation que tu as nourrie et puis que tu as simplement décidé de suivre ce rêve. Parce que comme je l'ai souligné dans mon introduction, en fait, selon l'UNICEF, le fait de devenir médecin, c'est une aspiration qui est dans le top 3 des enfants. Les enfants tous rêvent de devenir médecin. Et du coup, peut-être que ça aussi, tu fais partie de ce pourcentage, ou bien ça a été influencé par un proche. Alors non, pour moi, tout est parti de Grey's Anatomy. Je vais pas dire que c'est une série en lien avec la médecine en l'occurrence. Exactement. Voilà, donc j'étais vraiment captivée. J'ai vraiment beaucoup aimé Grey's Anatomy. Et ensuite, en rentrant à l'école, il y a eu... tu devais être jeune alors, Grey's Anatomy quand même. Oui, après aujourd'hui, ils sont à une vingtaine de saisons, donc ça peut s'expliquer évidemment. J'étais très jeune, mais sur les bancs de l'école, ça a été l'amour, la passion pour les sciences naturelles, humaines. Donc je me suis trouvé une passion pour ça et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait correspondre, qu'est-ce que je pourrais faire. En fait c'était la médecine, je me retrouvais beaucoup plus facilement dans ce métier-là. D'accord. Et tout de suite le choix il était fait. Donc il n'y a pas de médecin dans la famille? Non, je vais être la première. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est bien, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Morel, c'est vrai que notre ami Murphy a souligné un point sur la cherté, évidemment, de cette formation, en fait, les formations liées au métier de la santé de façon générale. Est-ce qu'aujourd'hui, faudrait-il peut-être lancer un message à l'endroit des autorités pour revoir un peu le coût? Il y en a qui veulent accéder, évidemment, qui veulent réaliser leurs rêves, mais évidemment, c'est des rêves heurtés par la cherté. Est-ce que là, il faut revoir complètement l'accès aussi, octroyer beaucoup plus de bourses dans ces domaines-là? Bien évidemment, Régis. Moi, je trouve que dès lors qu'un étudiant ou un élève a
les capacités ou bien réunir les conditions nécessaires pour lui afin d'intégrer une faculté de médecine, on devrait l'y accompagner. Lorsqu'on exige un certain niveau d'études ou un certain niveau de résultat d'un élève en classe de seconde à la terminale et qu'il réussit à réunir ses résultats, on devrait pouvoir faire quelque chose pour cet élève-là, même s'il n'a pas les moyens du côté de sa famille de suivre un cursus de médecine. Donc alors oui, on doit lancer un appel aussi bien envers les autorités pour avoir plus de bourses pour les étudiants désireux de poursuivre ce cursus-là, mais également vers les personnes de bonne volonté et pourquoi pas les organismes désireux d'aider ou de subventionner des étudiants à suivre le cursus de médecine. D'accord. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est dans le top 3 des métiers très appréciés par les parents. Il y a une sorte de fierté qui se dégage à chaque fois que le papa ou maman présente en disant tiens, c'est ma fille, elle fait médecine et tout ça. Bon, c'est pas loin de banaliser d'autres métiers. Le journaliste, c'est bien, hein, n'est-ce pas, Murphy? Ouais, c'est pas mal aussi. On est plutôt bien aussi. Enfin, génie civil aussi, comme tous les autres métiers, mais on a toujours l'impression que il y a un soupçon de fierté en fait chez les parents quand évidemment on parle de médecine. On parle des parents justement, mon cher Murphy. Est-ce que quelque part, là, on va revenir un peu sur le côté, on va dire positif, on a envie de dire, même si évidemment c'est pas le terme qui sied, mais quand je dis positif, c'est beaucoup plus dans le sens de la sensibilisation. Comment ramener aujourd'hui les jeunes à beaucoup plus s'intéresser au métier de la médecine? Est-ce que les parents ont un rôle à jouer? Est-ce que par exemple plus jeune, lorsque vous avez évidemment le petit frère, est-ce qu'il faut commencer un petit peu à aller dans ce sens-là? Mardi gras, est-ce qu'il faut déguiser le petit-fils ou le fils en tenue, en docteur? Est-ce qu'il faut très tôt commencer à faire germer cette passion-là chez le jeune? Alors c'est exactement ça. Il faut mettre la passion dès le bas âge chez l'enfant. Il faut faire naître la passion lors des carnavals. Essayer de mettre des tenues où il va mettre une blouse. Ouais, il va être très content d'être là en mini-docteur. Et tout ça. Ouais, évidemment. Donc il faut essayer de mettre de plus bas âge déjà l'enfant dans le bain. Parce qu'on dit la passion, elle se nourrit. Donc il faut nourrir cette passion-là chez l'enfant. Et après, je me dis, à côté de ça, il faudrait aussi laisser la liberté à l'enfant de choisir. Évidemment. Parce qu'il ne faudrait pas imposer à l'enfant de pouvoir faire un métier parce qu'on a raté on a raté la vocation, on se dit on veut que notre enfant... oui, parce qu'il y a beaucoup de parents qui font ça, voilà. C'est-à-dire ils vivent leur métier par procuration. À travers l'enfant, voilà. Donc ils se disent moi j'ai pas pu accéder à ce métier, donc en l'occurrence j'aimerais que mon enfant puisse accéder à ce métier-là et tout. Donc je me dis il faudrait laisser l'enfant la liberté de choisir, mais tu peux donner des éléments, des outils qui vont permettre d'apprécier, qui vont permettre à l'enfant de faire grandir la passion. Et je me dis c'est toujours un beau métier, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est une fierté parce qu'on sauve des vies. On sauve des vies, même si à côté de ça, c'est un métier aussi souvent qui est sanctionné qui est souvent sanctionné lorsqu'on fait des erreurs. On se retrouve facilement pointé du doigt parce qu'on a fait une erreur fatale par rapport à un diagnostic ou bien. Mais donc je me dis c'est un bon métier, mais il est également délicat. Ouais. Et justement, là, c'est le côté délicat, Inès. C'est vrai, je veux dire, est-ce que quelque part, on vous prépare aussi à ça, déjà pendant les cours, sur l'aspect psychologique? Là, il a souligné, effectivement, vous êtes, on va dire, des super-héros de la vie. Vous avez le syndrome de l'infirmier qui est de tout le temps sauver des vies. Mais est-ce qu'on vous prépare aussi à l'inverse, au cas où ça ne marcherait pas? Comment vous devez vous comporter si vous perdez un patient? Est-ce qu'il y a vraiment ce processus-là où on vous accompagne, on vous prépare déjà au pire, parce qu'après ça reste un métier où on est confronté à des situations, comme l'a souligné Murphy évidemment dans son magnifique argumentaire, parce que ça reste un métier, on vous demande beaucoup et où on a l'impression que vous n'avez pas droit à l'erreur. Alors oui, c'est vrai. En médecine, on nous demande beaucoup et dans le cursus, on a un module psychologique qui se tourne vers l'annonce de la mort, l'annonce du décès. Comment toi, en tant que médecin, tu dois annoncer le décès d'un patient à la famille? Annoncer une maladie, un cancer par exemple, de dire après au patient comment gérer la crise. Donc chaque spécialité en fonction du prof va intégrer le côté humain, donc médecin-patient, cette relation-là. Ça se fait, c'est tout un entraînement avant de devenir un vrai médecin. Avec des patients, on est entraîné, on est mis en situation réelle, donc on fait des stages où on est au contact de patients. J'ai moi-même été présente, j'ai eu une patiente qui est décédée, il fallait que j'annonce
à la parente de cette patiente ce qui venait d'arriver. Heureusement pour moi, si je peux dire ça comme ça, qu'elle ne parlait pas français. Donc, mais sinon, j'étais préparée psychologiquement à le faire, sans frein, sans peur, parce que c'est ça notre métier avant tout. Est-ce que ça a impacté sur ta vie personnelle? Est-ce que quelque part, tu avais toujours l'image de cette femme-là? Est-ce que tu avais tendance à revoir un petit peu la situation et tout ça? Est-ce que ça, personnellement, ça jouait un peu sur... Non, moi je me dis toujours que pour être médecin, il ne faut pas être émotionnel. Pas sans émotion, mais il ne faut pas être constamment dans l'émotion. Donc je perds un patient, c'est triste parce que le but d'un médecin c'est de guérir dans le meilleur des cas, mais si ça n'arrive pas, je ne vais pas me rendre malade parce qu'un médecin qui panique fait paniquer d'autres patients. Oui, si vous avez un médecin qui n'est pas sûr de lui, qui panique, il ne va pas réussir à sauver des vies. Une personne meurt. Il faut réfléchir à comment s'améliorer pour que ça n'arrive plus jamais à d'autres personnes, voir où ont été les erreurs et bien sûr gérer le côté juridique qui est très important. Il faut tout noter en médecine, chacun des médicaments en cas de procès parce que le parent peut vérifier est-ce que c'était le bon traitement, est-ce que c'est pas le médecin qui a eu à faire une erreur. C'est ça. Merci parce que là tu vois on te suit de façon religieuse parce que on apprend beaucoup et c'est là aussi quelque part la magie de Génération News, c'est de donner le maximum d'informations, c'est d'avoir évidemment des profils comme vous pour apporter le maximum d'informations parce que ça c'est des choses après nous on n'a pas on va consulter simplement, on n'a pas toutes ces infos évidemment et cette pression c'est énorme avec du recul je me dis je sais pas si j'aurais pu moi supporter cette pression là parce qu'évidemment moi je suis quelqu'un je verse très vite dans l'émotion quoi. Moi je suis capable de pleurer avec le patient et tout ça donc oui je pense pas que j'aurais été un bon médecin dans ce sens là enfin je dis ça je dis rien mais évidemment que c'est très compliqué. Avant de donner la parole à Morel, je reste avec toi Inès. Du coup, quand tu as annoncé à tes parents que tu voulais suivre cette branche-là, la médecine en l'occurrence, est-ce que tout de suite ils ont été un peu, vu la cherté évidemment et le processus qui est très long, est-ce qu'ils ont été un petit peu sceptiques ou bien tout de suite ils t'ont suivi dans le choix? Alors, pour ma mère, c'était un oui, un grand oui même d'ailleurs, parce que pour elle, c'est une fierté. Voilà, comme vous avez dit tout à l'heure. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Nadine. Maman Nadine? Oui. Ok, on salue au passage. On espère qu'elle est toujours fière sur nous. Oui, elle est toujours super. Fière. Ouais. Elle le saura encore quand elle te verra parler de médecine sur Génération News. Alors, pour elle, c'était un grand oui. Donc, elle, c'était direct. Je veux que tu fasses médecine, c'est fait pour toi, etc. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve d'enfance. Et elle était contente que je persévère, voilà, pour y arriver. Ouais. Et pour mon père, il était beaucoup plus sceptique parce que pour lui, c'est un métier, ça prend du temps, on n'est pas bien payé. Et il se disait, non, bon, c'est pas vraiment ce qu'il veut pour moi, mais il m'a suivi. Il était content et puis il est toujours fier. Bah oui, voilà. Évidemment, et naturellement. Après, c'est le papa, donc il y a toujours ce petit côté, on veut toujours se rassurer que son enfant soit dans les bonnes conditions, fasse le bon choix. Et c'est normal, hein, les réactions parentales dans ce sens-là. Mon cher Morel, c'est vrai qu'on a parlé aujourd'hui un petit peu de la médecine. Alors le constat, comme je l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui redoutent un petit peu le fait d'y aller. Alors, il y a un système au Rwanda qui est installé très, très, très tôt. Alors, j'ai tendance à faire, pour ceux qui regardent l'émission, tendance à faire recours à ce pays-là parce qu'ils essaient, eux, mais vraiment d'essayer de faire des choses et voir ce que ça peut donner. Alors, très tôt, à partir vraiment des premières classes, ce qu'ils font, c'est que, en fait, même si tu n'es pas prédestiné à être médecin, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'accompagnent déjà dans ça. Alors, ils font des visites dans des hôpitaux, ils font des activités liées à la médecine jusqu'à une certaine classe et après si tu n'es pas intéressé tu peux évidemment aller dans le génie civil ou dans le journalisme et tout ça mais au moins tu pars avec des notions de médecine. Ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple dans beaucoup de pays on essaie de rattraper ça, c'est-à-dire que on parle du bénévolat où on vous apprend des premiers gestes de secours et tout le reste mais ça c'est des choses au Rwanda, c'est dès le bas âge déjà on vous apprend à faire ce genre d'initiative là. Évidemment qu'on est parfois un petit peu médecin même si on ne le recommande pas parce qu'il y a l'automédication, on se dit ah tiens j'ai des céphalées, je dois prendre du paracétamol ou je dois prendre tel médicament alors que parfois c'est pas le bon médicament. Donc évidemment on condamne toujours l'automédication. Mais ce que j'essaie de dire, est-ce que ça l'initiative pour aller dans le sens de renvoyer beaucoup plus les jeunes dans le métier de la médecine, l'initiative du Rwanda est à saluer. Est-ce que d'autres pays doivent également suivre emboîter le pas? Tout à fait, M. Régis, parce que moi je ne le savais même pas, c'est une initiative qui est à féliciter, et à encourager parce que je vais rejoindre le point de vue de mon ami Murphy. Lorsqu'il dit que la passion se nourrit,
Je crois que ce qu'ils font, ça s'appelle un choix conditionné. Ils sont en fait en train de donner le choix aux enfants de choisir le métier qu'ils voudront faire plus tard, sans réellement leur laisser le choix. Parce qu'en fait, on les conditionne à aimer ce métier de la médecine là sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Lorsqu'on les met tout le temps en confrontation dans le milieu de la médecine, lorsqu'on les met à côté de médecins, lorsqu'on leur montre les avantages d'être médecin, la passion transmise surtout par les médecins lorsqu'ils appliquent leur métier, ces enfants-là, ils éprouveront ce même sentiment-là au fil des années sans même s'en rendre compte. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'une certaine classe, on te donne encore un autre choix. C'est-à-dire que tu peux laisser la médecine pour aller faire du génie civil. Et si tu arrives au génie civil, tu te rends compte que non, c'est un peu compliqué, tu peux laisser pour aller. Au final, quand tu trouves la bonne fonction, le bon métier, tu as au moins des bagages dans le génie civil, dans la médecine. Et je trouve que c'est assez intéressant. En Inde aussi, ils sont dans cette philosophie-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, en Inde, en fait, il y a une monnaie qui est utilisée juste pour l'achat de la connaissance. C'est une monnaie naturelle comme le franc CFA, l'euro, le dinar et tout ça. Et en fait, mais cette monnaie n'est destinée qu'à l'achat de la conscience. C'est-à-dire, si moi j'ai des lacunes en médecine, j'utilise cet argent pour payer Inès qui va me donner des cours. Inès a des problèmes en génie civil, elle va te payer et cet argent va circuler juste pour l'achat de la connaissance. Voilà. Donc c'est une belle initiative et bon, on découvre ça dans la lecture, les amis. Comme quoi, c'est important de le dire. Hein. Les amis, voilà, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On fera une immersion dans les magasins. On parlera de l'achat compulsif. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de l'oniomanie. Évidemment, pour beaucoup de personnes, vous allez découvrir cette maladie parce que oui, les amis, c'est classé comme étant, c'est reconnu par l'OMS comme étant une maladie. Cette maladie est liée évidemment à l'achat compulsif. Mon cher Murphy, je me tourne vers toi. On parle de l'achat compulsif. Est-ce que déjà toi, tu te reconnais un petit peu? Est-ce que tu es atteint de cette maladie sans le savoir? J'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne maladie, mais est-ce que tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui est atteint de cette maladie-là quand on parle de l'achat compulsif? Bon alors non, moi je suis pas malade de pneumonie. D'accord. Mais je vais dire même à la limite c'est une maladie de riche, juste pour rire. Ouais. Pour dire qu'en réalité si on n'a pas on n'a pas suffisamment de moyens, je vois mal comment on va soulever à tout bout de champ. Ouais, c'est pourquoi beaucoup rigolent en fait en préparant la thématique. Donc ils disent effectivement que c'est la maladie des riches. D'autres disent en fait c'est une bonne maladie en fait. Voilà. Mais vous allez voir évidemment que c'est pas tout le temps le cas. On aura l'occasion en tout cas d'en parler tout au long de cette émission. Donc oui, tu ne te retrouves pas, tu n'es pas du genre à acheter emmagasiner des choses. Non. Moi, lorsque j'achète, c'est que j'ai d'abord pensé, j'ai eu un besoin et puis je vais au marché pour combler ce besoin-là. D'accord. Donc, je ne suis pas friand d'achat compulsif. Parce qu'en général, quand on est un peu victime de ça, quand on aime bien acheter, on devient tout de suite minimaliste. On a tendance à acheter et beaucoup emmagasiner. Évidemment que derrière, ça cache effectivement quelque chose. C'est pourquoi l'OMS a classé ça comme étant, a reconnu ça comme étant une maladie, parce qu'évidemment, le fait d'acheter beaucoup cache parfois un désespoir, on est dépressif parfois, une envie, voilà, exactement, une envie de combler quelque chose. Est-ce que justement pour ma chère Inès, médecin que tu es, est-ce que évidemment vous arrivez à traiter ce genre de... Est-ce que vous arrivez parfois à déceler ce genre de comportement, l'achat compulsif? Est-ce que ça vous arrive? Il y a des gens qui viennent consulter pour ça ou bien non? Est-ce que d'abord en Afrique se reconnaît déjà comme une maladie? C'est ça d'abord la véritable question. Oui, bon, évidemment non, en fait c'est par l'OMS si, mais je veux dire l'Africain de façon générale. Oui, évidemment, c'est vrai qu'on achète souvent parce qu'on se dit on a les moyens. Okay. Donc du coup, si j'ai les moyens de ma politique, si j'ai le droit de me faire plaisir. En fait, c'est pourquoi beaucoup ont évidemment cette définition de se dire je travaille, j'ai de l'argent, j'ai le droit de me faire plaisir. Évidemment, mais effectivement, quand ça devient un petit peu compulsif, c'est pourquoi on parle de pathologie. Et quand on parle de pathologie, c'est qu'évidemment, il y a un petit bobo, il y a un petit problème à ce niveau-là. Oui, du coup, je reviens vers toi, ma chère Inès. La parenthèse était pertinente à notre ami Murphy. Mais je vais dire, est-ce que du coup, ça vous arrive parfois de recevoir des patients qui ont des petits troubles comme ça Alors personnellement, j'ai jamais vu ça, vu que je suis jamais dans des services où il y a de la psychiatrie et tout. Mais c'est possible, étant donné que c'est quand même pathologique et que parfois les causes peuvent être dépressives ou comment est-ce que je dirais ça? Ça peut être lié à un manque, à des troubles même bipolaires. Exactement. Donc si vous serez beaucoup plus renseigné au niveau des services psychiatriques où c'est ce genre de cas.
sont facilement traités. Dans nos services où c'est beaucoup plus du sang, etc., on voit pas. On s'arrête pas. Effectivement, on s'arrête pas dessus. C'est des piqûres, des injections et tout ça, pardon. Donc oui, évidemment que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Morel, est-ce que ça te surprend que ça soit classé, reconnu comme étant une maladie, le fait d'acheter en abondance? Non, ça ne me surprend pas que ça soit classé ou reconnu comme une maladie, mais moi, j'ai envie de poser une question à ceux qui l'ont classifié comme étant une maladie. Ma question est la suivante, ils ne sont pas là, bien sûr, mais peut-être vous pourrez me répondre. Moi, je ne suis pas membre de l'OMS, mais on va essayer ensemble d'apporter des éléments de réponse. Bon, moi, je me dis, en fait, on considère que c'est une maladie quand ça te nuit particulièrement, mais je me dis, quand tu es addict au fait d'acheter sans compter et que tu en as les moyens, comme l'a dit mon ami Murphy, à quel moment ça te nuit? Ça ne te nuit pas réellement. Non, en fait, le truc, je pense qu'en fait, c'est beaucoup, comme l'a souligné Murphy et Inès, en fait, c'est les gens qui sont dans l'achat compulsif essaient de combler quelque chose, en fait. En général, quelqu'un qui est bipolaire, c'est une maladie, en fait, il y a un problème, il faut le soigner. Et en fait, c'est ce que l'OMS, en classant ça, en reconnaissant ça comme étant une maladie, c'est pour justement aider ces personnes-là. Tu sais, il y a des gens, c'est comme la dépression. Quand tu es dépressif, en général, tu ne sais pas que tu es dépressif. C'est quelqu'un qui te fait la petite remarque, ou bien c'est quand tu sors de là, tu te rends compte que tu as passé 2 semaines à la maison, tu n'es pas sorti, tu n'as parlé à personne, tu avais envie de voir personne, tu voulais être seul dans ton coin, tu étais dans ta zone de confort, et là tu te dis, mais est-ce que je n'étais pas en train de faire une dépression? Et là tu cherches l'élément déclencheur. Est-ce que c'est parce que j'ai raté mon examen? Est-ce que c'est parce que mon petit ami ne veut plus me parler? En fait, tu es obligé de trouver quelque chose qui va expliquer l'état dans lequel tu étais au moment. Donc je pense qu'en fait, quand l'OMS décide évidemment de classer ça, l'achat compulsif, comme étant une maladie, c'est parce qu'effectivement, beaucoup de personnes veulent cacher, combler quelque chose en général. Donc oui, c'est ce que je dis, c'est pourquoi sa question était pertinente de savoir, est-ce qu'en Afrique, sur notre magnifique continent, est-ce qu'on considère ça vraiment comme étant une maladie? Parce qu'à partir du moment où nous on est beaucoup plus dans le paraître, on veut toujours montrer à l'autre que j'ai un peu plus que toi, donc du coup dans l'achat compulsif, dans l'achat de façon générale, c'est pour montrer que j'ai les moyens de ma politique, j'ai le droit de me faire plaisir. Et en fait, on a une définition un peu parfois biaisée de la richesse. C'est quoi être riche? Ça peut faire une thématique de Génération News. En fait, être riche, c'est quoi? C'est juste avoir plus que l'autre. Si moi j'ai 5 000 francs et que toi tu as 2 000, je suis plus riche que toi en fait. 2500, tu vois, je suis plus riche que toi, tu vois. C'est le rapport qu'on a avec la richesse, c'est juste avoir plus que l'autre. Mais revenons sur la thématique, en fait, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué parce que ça cache beaucoup de choses. La dépression, par exemple, on veut combler. Il y en a qui comblent avec la nourriture, tu vois, qui mangent beaucoup et tout ça. Exactement. Donc, c'est pourquoi on se dit l'achat compulsif cache quelque chose, c'est pourquoi il faut l'identifier et apporter des solutions face à ça. Dès lors, tu me permets de rebondir en disant que ce n'est pas en soi une maladie, mais plutôt la conséquence d'une autre maladie. Exactement. Donc, on ne devrait pas chercher à traiter les troubles l'achat compulsif, mais à traiter ce qui se cache derrière l'achat compulsif. Si on est dans un cas de figure où c'est la dépression qui est liée au fait que quelqu'un se donne à des dépenses compulsives et qu'on essaie de traiter ces dépenses compulsives, alors on tire à blanc parce qu'on ne touche pas au fond du problème. On devrait chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'achat compulsif, à le traiter et non pas à classifier l'achat compulsif comme étant une maladie. Non, attention, quand on parle de maladie, c'est comme je dis tout à l'heure, sous un temps ludique avec Murphy, on parlait de bonne maladie. En fait, c'est pour l'OMS, il fallait déjà identifier le problème. Déjà, l'achat compulsif, donc d'où le nom, il faut trouver déjà un nom pour l'identifier et devoir justement apporter des réponses et des solutions. Ce qui se cache derrière, évidemment, ça peut, comme on a dit, la dépression, le manque, le fait de combler quelque chose et tout ça. Et c'est pourquoi, facilement, si on arrive à identifier déjà le problème, c'est déjà un bon début. Et après, on peut apporter d'autres bases là-dessus. Donc, c'est pas une maladie où il faut aller à l'hôpital, prendre une perfusion pour arrêter d'aller dans le magasin et tout ça. Mais c'est beaucoup plus une maladie qui appelle un travail psychologique. C'est pourquoi elle parlait d'aller consulter des psychiatres et tout, parce qu'en général, tout se déclenche dans la tête. Et donc, là-bas, évidemment, il faudrait que ça soit tout bien rangé pour rester dans la thématique de l'achat. Et évidemment, moi, la question que j'ai envie de poser, les amis, avant de revenir là-dessus, est-ce que, Murphy, est-ce que ça t'arrive parfois de conseiller ou bien de devoir calmer un ami qui dépense énormément? Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, des fois, on dépense énormément pour des choses qui ne vont pas nous servir. Et là, en fait, c'est pourquoi c'est intéressant de parfois dire, attention, ce serait bien quand même de revoir un petit peu certaines choses. Est-ce que toi, ça t'arrive de jouer à l'ami gendarme dans ce sens-là?
Bon, j'ai pas d'amis qui dépensent beaucoup, mais je pense que c'est un aspect. Tu n'as pas encore d'amis riches. Bon, on va dire ça comme ça. Mais je pense que c'est un domaine d'abord qui concerne plus les femmes. Ouais. Qui concerne plus Ce les n'est femmes. pas sexiste. Oui, c'est pas sexiste. Il faut le rappeler. Mais c'est un domaine qui concerne plus les femmes. Et moi, je me prive d'aller même au marché avec des femmes parce que généralement, ça tire en long. Un achat que tu pouvais faire en 1 heure, ça tire à 2, 3, 4 heures de temps parce qu'à tout bout de champ, elle va s'arrêter pour vouloir acheter, je sais pas moi, un panier, un porte-clés, une babouche de plus, une chaussure de la même couleur de plus. Alors qu'à la base, vous n'étiez pas venu pour ça. On n'était pas venu pour ça. Donc, je pense que c'est un problème déjà qui est, c'est pas sexiste, mais qui concerne un peu plus déjà les femmes. Et en général, moi, je me dis, c'est lié aussi à un manque d'éducation financière. Merci. C'est lié à un manque d'éducation financière parce que je crois que si chacun de nous avait une bonne éducation financière, on devait avoir une meilleure gestion. Oui, comment gérer voilà. son argent. Parce que plus souvent, lorsqu'on arrive dans le milieu professionnel, lorsqu'on touche notre premier salaire, est-ce qu'en réalité à l'école on a eu à faire de la gestion, la gestion financière. La gestion financière. Ouais. Pas tout le monde, pas tous. Et on se retrouve à faire n'importe quoi. On ne sait pas comment il faut dresser. Ah, mais ça c'est intéressant. Je pense qu'on aurait dû même, on doit même l'insérer dans le programme. Voilà. Dans le programme. Un programme d'études, d'analyse, comment j'ai appelé ça, d'éducation financière, où on va apprendre à un jeune étudiant, lorsqu'il va travailler, comment il faut faire, par exemple, un plan de dépenses, comment il doit répartir son loyer, comment il doit répartir ses loisirs et ses dépenses en général. En réalité, pour ça, il faudrait aller faire des recherches. Il faudrait aller suivre, il faudrait bouquiner. Mais c'est quelque chose qu'on doit inclure en réalité dans le programme éducatif pour permettre d'éviter de tomber dans ce genre de travers-là. Des gens qui se retrouvent à dépenser sans compter. Voilà, sans compter, ouais, voilà. Évidemment. Inès, est-ce que, là, tu vas verser dans la confidence. Quel est le montant, mais vraiment énorme, que tu as déjà dépensé lorsque tu faisais des achats ou bien pour un article qui ne t'a pas servi derrière après? Non, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas servi. Parce que je ne pense pas être soumise à un comportement compulsif. D'accord. Au niveau de mes achats, je pense que je suis assez responsable. Mais je vais rebondir par contre sur Murphy. Quand il a pris l'exemple sur les femmes au marché, au supermarché. Oui, attention là, tu as sauvé... ouais. Pour moi, ça s'appelle un achat impulsif, qui est différent d'un achat compulsif où en fait elle arrive, c'est sur un coup de tête. Elle prend un truc comme ça, alors que l'achat compulsif, pour moi, c'est une longue période. Il y a des causes, c'est lié à une envie de remplir quelque chose. Son réservoir émotionnel, c'est-à-dire qu'on compense. Et pour compenser une douleur, on est dans l'achat. C'est ça. Et pour moi, en fait, on ne peut pas déclarer tout de suite qu'un comportement est compulsif ou un achat compulsif juste parce qu'à chaque fois que la personne va au marché, elle achète un article ou un truc que toi tu estimes ne pas forcément être important ou nécessaire sur le moment, alors qu'elle est en mode peut-être que dans une semaine on va recevoir des gens, il me faut une nouvelle nappe. Mais pour revenir encore sur Morel qui se demandait pourquoi on parle de maladie, pour moi le simple fait d'avoir des causes, donc dépression, trouble de la bipolarité, ça fait déjà de l'achat compulsif une maladie à traiter parce qu'elle va nuire à la personne qui sera sujette à ça ou exposée à ça. Donc elle sera souvent endettée, elle aura du mal à vivre, même à ne plus manger parce qu'elle va acheter et acheter encore, parfois pas pour utiliser. Donc elle peut acheter un club de golf ou elle va acheter un jeu de billard qu'elle n'utilise pas, elle va peut-être acheter 5 ou elle va acheter, je sais pas moi, des assiettes en grande quantité alors qu'elle ne reçoit personne. Et du coup, tu vois que ça nuit vraiment à la personne et que là, on est vraiment dans une maladie en fait. La personne doit être traitée, elle doit avoir un psy, elle doit prendre des médicaments pour traiter sa bipolarité et qu'elle réalise en fait qu'en baissant la dépression ou en baissant les signes de la bipolarité, elle ne ressent plus l'envie de combler quelque chose. Par l'achat. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est influencé par beaucoup de choses. Ça peut être les pubs, ça peut être les placements de produits, ça peut être au complexe même aussi de voir d'autres filles ou d'autres personnes. Donc achat pour essayer de combler ce truc-là, ce mal-être ou ce manque de confiance en soi. Et il faudra vraiment traiter.
Parce que toutes les maladies, c'est pas parce qu'on donne le nom d'une maladie que qu'on soigne, c'est forcément la maladie. Non. Parfois, le traitement, il est symptomatique. Et les symptômes, c'est quoi? C'est la dépression, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faudra traiter. Et en traitant ça, tu as déjà traité, en fait, son achat compulsif, en fait. Je suis d'accord avec ce que Inès dit. Parce qu'en réalité, on a aujourd'hui même les influenceurs. Ils jouent un grand rôle dans nos dépenses. Parce qu'ils vont venir, ils vont dire, voilà, ils ont une perruque rouge, ils ont des talons, ils ont des robes, dernier cri. Et puis les jeunes qui sont là à chaque fois en train de regarder ces influenceurs-là, ils se disent, voilà, moi je vais être comme cet influenceur. Donc je pense que, comme elle a dit, les réseaux sociaux, les influenceurs, ils sont pour beaucoup, la publicité également, la publicité excessive, parce qu'on va nous pousser à tout le temps, oui, évidemment, c'est le but d'ailleurs, voilà, c'est l'objectif de la publicité, c'est de vous pousser à consommer, et, effectivement, et c'est ce qu'elle disait, merci, parce que franchement, tu fais du bien à la vie du médecin, là, on comprend mieux pourquoi, et évidemment, c'est assez compliqué. Du coup, Morel, par rapport à ce que notre médecin Inès de Génération News, on va t'appeler désormais, c'est officiel. T'es le médecin de Génération News de Médien TV. Alors, moi, ce que je veux savoir par rapport à ce qu'elle dit, est-ce que l'observation, ça voudrait dire quoi? Qu'en fait, aujourd'hui, quelque part, sur notre continent, en fait, on a des gens qui sont... En fait, on a des malades qui s'ignorent, quelque part. Parce que des fois, tu peux acheter, mais tu ne comprends pas pourquoi tu le fais, en fait. Effectivement, fort de ce constat, fort de sa remarque, on peut dire qu'on a des malades qui s'ignorent, et j'irais même à dire à ces maris-là qui reprochent à leurs femmes de tout le temps faire du shopping, d'arrêter de les accuser, car désormais elles ont une raison. Elles diront à leur mari, chérie, c'est pas de ma faute, je suis malade. voilà pourquoi je voulais pas faire de ça une maladie. Mais elle a tout à fait raison. Et en dehors de ce fait-là qu'est l'oniomanie, on est déjà des malades qui s'ignorent. La médecin ici présente va nous le confirmer tout à l'heure. Donc oui, je réponds par la positive à votre question, Régis. Oui, on est des malades qui s'ignorent. Ouais, du coup, évidemment, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait là sur ce plateau Génération News, à travers évidemment les avis et les conseils, les recommandations de notre médecin là, Génération News, en l'occurrence Inès. Mais est-ce que la sensibilisation, on peut la pousser? Si oui, comment ramener justement des gens à prendre conscience que le fait d'acheter de façon compulsive, c'est pas forcément lié au fait que tu as des moyens, c'est sûrement tu essaies de combler quelque chose et ça peut être un élément déclencheur d'une pathologie que tu as du mal à gérer. Comment ramener et conscientiser les gens Est-ce qu'il faut pousser les gens à les consulter à chaque fois qu'on se rend compte que dans le mois, on a dépensé énormément de sous? Est-ce qu'on peut, à quel moment justement, on aura l'occasion de poser la question à Inès, parce que moi la question c'est à quel moment on estime qu'on est là dans de l'achat compulsif. Voilà. Mais là, ce que j'ai envie de savoir, mon cher Morel, ton avis sur comment ramener, comment sensibiliser, conscientiser les gens. Comment sensibiliser? Déjà, avant de vouloir traiter le problème, il y a ce fait-là qui est indispensable. Il faudrait reconnaître qu'on a un problème. Déjà, pour pouvoir le soigner. C'est la première étape. Donc, une fois qu'on l'a reconnu, il faudrait avoir cette humilité-là de se rapprocher des autres et de demander de l'aide. On est parfois orgueilleux vis-à-vis de cela, mais dès lors qu'on franchit le pas, cette étape-là de reconnaître que l'oniomanie, l'achat compulsif, est un problème, est une maladie, on convient qu'il va de soi de chercher à traiter cette maladie-là. Et pour traiter cette maladie, il faudrait se rapprocher d'un expert ou des experts de ce domaine. Ouais. Donc moi, mon conseil d'une manière à traiter ce problème d'achat compulsif est tout simplement de se rapprocher des experts que sont les psychothérapeutes ou encore d'autres personnes. On n'a pas vraiment besoin de se rapprocher du corps médical pour traiter l'oniomanie. J'aimerais conseiller de se rapprocher de personnes qui arrivent à gérer eux-mêmes leur argent, qui arrivent à gérer cette envie de... On a tous eu des envies de dépenser subitement pour acheter quelque chose, mais ces personnes-là qui arrivent à se contrôler, à gérer cette envie-là, on peut se rapprocher d'elle pour demander quelques astuces ou quelques conseils. Merci de parler de l'éducation financière. L'éducation financière, par exemple. Donc, pour sensibiliser, il est simple. Rapprochez-vous de ces personnes-là qui arrivent simplement à gérer leur argent ou à gérer leurs envies, quelle qu'en soit la taille. Mais également, si vous voyez que ces personnes-là n'arrivent pas à vous conseiller, rapprochez-vous de professionnels de la santé. Et je les renverrai tout simplement vers Inès. Elle a fait une consultation là sur le plateau Génération News. Ben oui, justement, on revient. C'est dommage, tu aurais dû venir avec ta blouse. Non, mais je te taquine. Non, mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est justement à quel moment on peut se dire
que là, on est vraiment dans l'achat compulsif. Est-ce que c'est l'achat sur une période ininterrompue? Comment justement, à quel moment on peut se dire, ah là, je dois aller consulter? Alors, c'est simple, pour moi, c'est sur une longue période que ça s'observe et aussi au niveau des conséquences. Donc, c'est vrai que, comme Murphy disait, c'est une maladie pour riches, mais je me dis, une personne aussi qui vit seule ou qui n'a aucune charge peut aussi être sujette à des achats compulsifs et elle va se retrouver avec des dettes ou en Europe avec un compte au rouge, comme ils aiment dire, ou au moins. Donc, elle se retrouve endettée, elle aurait fait chauffer la carte bancaire, quoi. Et donc, il faut trouver l'élément déclencheur, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à chaque fois, c'est comme les gens qui mangent à chaque fois qu'ils sont énervés, c'est la même chose pour l'achat compulsif. Oui, parce que le fois on est en colère. Quand on est en colère, on veut faire passer la colère, on va acheter des trucs. C'est ça, voilà. Ouais. C'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que c'est lorsque la personne est énervée que tout de suite elle se dit, ah vas-y, je vais acheter 5 télévisions ou je vais acheter 4 PlayStation ou 4 jeux vidéo. Souvent, il faut trouver l'élément déclencheur. Il faut aussi trouver quelle est la cause. Il faut, en fait, la personne doit réaliser, ou l'entourage, de se rendre compte que mais on ne mange plus, tout le salaire va par exemple dans l'achat des outils qui nous... Voilà, ça va être par exemple un homme, parce que oui, les hommes aussi sont victimes aussi de ça. Victimes de ça, voilà. Tout à l'heure, tu parlais des paris sportifs. Je crois que c'est aussi c'est l'ognomanie finalement, des paris sportifs, parce que la personne va se retrouver à s'endetter pour pouvoir dépenser jouer. À chaque fois pour dépenser à chaque finalement, fois. Il ne gagne jamais, mais il reproduit la même chose. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut combler? En fait, là, le pari sportif est beaucoup plus dans... Voilà, oui, mais je pense qu'en fait, dans le pari sportif, on ne veut pas combler quelque chose. On est beaucoup plus dans la recherche. Dans la recherche, oui. D'argent. On recherche de l'argent, on veut s'aligner. Socialement, économiquement, on veut s'aligner. Donc, finalement aussi, je pense que on peut la classer dans nos maladies. Ouais, quelque part, vu qu'on veut combler quelque chose. On veut combler notre pauvreté ou notre... Exactement. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai. On veut combler du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on est des malades qui s'ignorent. Voilà. Donc, je me rends compte que c'est quelque chose qui est donc présent en Afrique. Et on voit beaucoup de gens qui sont malades, mais il faudrait déjà qu'on commence à identifier cette maladie, comme on est en train de le faire, l'identifier et dire voilà comment il faut éviter cela et voilà comment il faut sortir de là également. En parlant de comment il faut la traiter, il y a quelques conseils rapidement que je peux donner pour la traiter. Vous serez d'accord avec moi ou pas. Il s'agit tout simplement, par exemple, lorsque vous voulez faire un achat et que vous remarquez que vous souffrez de ces troubles d'achat compulsif là, lorsque vous sortez faire un achat, essayez de vous munir uniquement de la somme dont vous avez besoin. On laisse la carte, on laisse la carte bancaire à la maison. Laissez la carte bancaire à la maison. Exacte. Tout à fait. Ok, oui. Vous sortez faire Merci pour le conseil. Moi, j'ai tendance. Non, mais c'est vrai parce que ce que Murphy vient de dire, c'est exactement ça. Moi, des fois, je vais dans une grande surface, je vais juste prendre mon gel de douche. Mais tu arrives, tu te rends compte que tu ressors avec le caddie, il est plein, alors qu'à la base, tu n'étais pas venu pour faire... tu es juste venu prendre un truc, donc oui, je suis d'accord avec toi. Régis, pour justifier ce dont vous venez de parler, le fait que vous alliez dans une grande surface et que vous ressortez avec le caddie plein, même si ce n'était pas le cas, en fait, c'est justifié en philosophie par le fait que la vision du produit crée le désir. Donc, ce n'est pas de votre faute, mais on est naturellement conditionné comme cela. D'accord. Donc, pour pallier à cela, justement, il faudrait sortir juste avec la somme d'argent prévue pour l'achat que vous voulez effectuer. Et autre ça aussi, une petite astuce vite fait, lorsque on peut aussi se passer du fait d'inscrire sa carte bancaire sur les sites en ligne. Lorsque on a une carte bancaire inscrite sur les sites en ligne, c'est comme l'application Wave, Orange Money et Free Money et autres. En fait, on a la facilité à dépenser. Donc, pour les cartes bancaires, on peut se passer. Wave, les sites de transfert sont devenus indispensables. Mais inscrire sa carte sur les sites d'achat en ligne nous induisent dans cette facilité-là à la dépenser. Alors, j'aimerais dire qu'on peut la retirer cette option-là d'acheter en ligne avec la carte bancaire. Donc, c'est tout un travail. Hein. C'est tout un travail, oui. C'est indispensable aussi d'avoir une carte pour faire des achats en ligne aujourd'hui. C'est indispensable. Donc, mais c'est comme il a dit, c'est à partir du moment où tu
reconnais, tu sais que tu es malade, voilà, ça c'est... Tu sais que voilà, donc ça c'est des éléments qui peuvent t'aider à guérir vite. Voilà, on a envie de dire ça, de guérir vite. Effectivement qu'en fait, sur le continent, on a aussi une tradition qui dit qu'il dépense plus, a beaucoup plus d'argent, et dans une situation un peu, par rapport aux autres. Mais effectivement, c'est que comme on dit, on va vraiment conclure par ça en se disant qu'en fait, on est simplement des malades qui s'ignorent et c'est que ce que Inès vient de dire, c'est intéressant parce que évidemment, il faut connaître la source, l'élément déclencheur. En général, ça part d'une rupture. Ça peut être une rupture amoureuse, comme on dit, le gourmand, évidemment, pour emprunter l'expression à nos amis ivoiriens. Et effectivement, donc, quand on sort d'une rupture amoureuse, on a envie de combler ce vide-là. Il y en a qui versent dans la boulimie, donc c'est-à-dire le fait de tout le temps manger. Il y en a qui versent dans justement l'oniomanie, l'achat compulsif. Donc évidemment, la guérison, elle est personnelle, Inès. Le gros travail, c'est d'abord nous-mêmes avant d'aller consulter. Oui, le travail, ça part, tout part de nous en fait. Déjà même le fait de se reconnaître comme étant malade, c'est déjà une façon de se soigner, de voir en fait que mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est quand je suis énervée, comme je le disais tout à l'heure, et comment le faire? Donc ça peut être en voyant un psychiatre ou comme Morel nous disait, avoir ces petites astuces parce que on est en Afrique, tout le monde n'a pas forcément le déclic de consulter pour un truc comme ça. Donc, c'est de déjà être conscient. C'est pas de notre culture aussi. Voilà. Non, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est normal. C'est, je vais dire, je sors d'une rupture, j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, tout simplement. Or, ce que tu ignores, c'est qu'en le faisant, tu es simplement en train de développer un symptôme lié évidemment à l'oniomanie qui va te pousser à aller dépenser à chaque fois. Et comme je dis, la finalité, parfois, c'est ça. Il y en a qui deviennent minimalistes. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils entassent, et puis tu retrouves ton salon qui devient un grand marché, quoi. Et là, ça devient... Et voilà, c'est ça. Et, le fait d'être minimaliste en allant dans ce sens-là. Moi, j'ai envie... Est-ce que ça a été une découverte pour vous, déjà, le nom Murphy? Oui, moi, le nom, je ne connaissais pas. Mais je sais la pratique. Mais la pratique, je sais qu'il y a des gens qui dépensent excessivement. Alors, comme je disais tantôt, c'est une maladie que je découvre. Ouais. Je découvre au même titre que tout le monde sur le plateau. Mais même les téléspectateurs aussi. Je pense que beaucoup vont découvrir. Il y en a qui vont sûrement se demander « Ah tiens, mais je ne savais pas effectivement que ça portait un nom, le fait d'acheter de façon compulsive. » Les amis, évidemment que la thématique, elle est très pertinente. On remercie Inès, notre médecin de Génération News, pour vraiment des informations et tout le reste. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Morel, c'était un plaisir de te recevoir également. Murphy, évidemment, des gens à saluer vite fait avant de clore l'émission. Morel? Je veux saluer la famille. D'accord. Je veux saluer la famille. J'ai beaucoup de mamans. Je pense à Manola, Nadia, mes deux mamans. Je pense à Chimène. D'accord. Beaucoup de mamans en tout cas. Elles sont beaucoup. D'accord, ok. Morel? Bon, salut comme d'habitude papa et maman et mon équipe de NBS Construction. D'accord. Inès? Moi, je veux saluer mes collègues étudiants en médecine, Wilfried, Pierre, Fatim et tout le reste. D'accord. C'est de ma promo. Exactement. Évidemment, ma chère Inès, on salue tous les étudiants en médecine. On espère que vous allez envahir ce secteur d'activité. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.